Bonjour tout le monde. Je crois que les participants sont tous là. On est presque 40, 41 exactement dans cette salle virtuelle sur Zoom. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre qui fait partie d'une série de rencontres intitulée sur les rives de la traduction. حديث وترجمت rencontre على أنها حديث على ضفاف الترجمة وبالإنجليزية Encounters at the Shores of Translation. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité de marque qui est un professeur à l'université tunisienne. C'est le professeur Bachir Garbouche. Notre invité a 72 ans. Il est professeur honoraire en littérature française et traduction à la faculté de la Manouba. Il est agrégé de l'université Paris-Sorbonne en 1976. Il est titulaire de l'habilitation universitaire de la Manouba en 1995. Il a enseigné 5 ans dans les lycées français et tunisiens, puis à partir de 1975 et jusqu'en 2008, aux universités de Tunis et de la Manouba, ainsi qu'à l'école nationale, l'école normale supérieure de Tunis. Il a travaillé de 1981 à 1990 à la Ligue des États arabes comme directeur, responsable des textes en langue française, rédaction, traduction, révision, interprétation et ainsi de suite. En parallèle à son enseignement, il a participé comme traducteur, réviseur ou interprète de langue française à de nombreuses conférences en Tunisie et à l'étranger. Il a publié de nombreux travaux universitaires en littérature française et en traductologie, Translation Studies, ou Tarjamia. Sa traduction de Haddatha Abu Huraira Qal, Haddatha, ou Abu Huraira a pris la parole et dit, a obtenu le prix national 2009 de la traduction. Il a publié 3 romans. Premièrement, Passe l'intrus, Comar d'or 2017, et Toutes les ombres en 2018, et L'Éméra en 2020. Professeur Garbouche est un ami intime à moi, personnellement, et nous avons voyagé ensemble dans de nombreux pays. Vraiment, nous avons l'honneur d'inviter ce professeur et cet invité de marque, comme je viens de dire. Il y a quelques règles ici, et je crois que vous connaissez tous ces règles. Il y a une petite main à gauche qui indique à l'animateur, bien sûr, que le participant souhaite prendre la parole. Si vous avez une question ou un commentaire, vous pouvez lever la main. C'est tout à fait comme une conférence réelle, au lieu d'interrompre, bien sûr, le fil de discussion. Vous êtes ici dans un sujet dense et difficile, c'est la traduction littéraire. Et surtout, l'expérience d'un traducteur de marque. Il a traduit Haddatha Abu Huraira Qal. Je vous cède la parole, professeur Garbouche. Et bien sûr, le débat se tiendra en français et en arabe. Donc, les questions pourraient être posées dans l'une de ces deux langues. Cette réunion devrait durer 1 heure, mais on peut prolonger la réunion ou la rencontre un petit peu. À toi la parole, professeur. Donc, je crois
que vous devez utiliser le micro. Bon, est-ce que vous m'entendez là? Très bien, oui. Sabah al-khir, Aïdkoum Mabrouk. Bon, j'espère que vous survivez bien à cette crise, à ce confinement. Et je crois que le confinement a du bon aussi, puisque ça nous permet de rencontrer toutes sortes de personnes notamment d'Égypte et d'ailleurs. La Megda Bekir, que je vois là sur la photo, par exemple, et que je tiens à saluer, mais je vous salue tous. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la traduction en langue française. Je vais partir, moi, de la réalité telle que je l'ai connue en tant qu'enseignant. J'ai beaucoup enseigné la traduction, même si l'essentiel de ma carrière s'est passé autour des textes littéraires, c'est-à-dire de l'enseignement de la littérature, mais je suis venu progressivement à la traduction. Et je dois vous dire une chose, la traduction, c'est peut-être d'abord l'envie de vivre plusieurs vies en une seule. Parce que quand vous êtes dans une autre langue, vous vivez dans d'autres paysages linguistiques, vous vivez dans d'autres espaces, et ça vous permet de voyager, ça vous permet aussi, par l'imagination le plus souvent, de rencontrer d'autres personnes. Donc, pour moi, la littérature ayant été en quelque sorte le premier voyage, le premier périple de ma vie, la traduction, ça a été le second périple, et ça permet, comme vient de le dire mon ami Hamoud, ça permet de voyager, de rencontrer des gens, et je crois que c'est ce qu'il y a de plus précieux dans une vie. Alors, ce que je voudrais vous dire tout d'abord, mais je partirai uniquement de la réalité tunisienne, c'est que le français, la langue française, dans le domaine de la traduction, apparaît aujourd'hui comme le parent pauvre. Alors, si j'ai un conseil à donner à nos jeunes étudiants qui veulent se lancer dans la profession, c'est qu'ils mettent le paquet en français. C'est qu'ils essayent d'améliorer au maximum leur français. Pourquoi? Parce que sur la place, et je parle toujours de la Tunisie, d'après mon expérience, il y a actuellement, et il y aura de plus en plus, de travail à partir de l'arabe et à partir de l'anglais vers le français. Mais en même temps, il y a de moins en moins de candidats pour assurer la traduction ou l'interprétation en langue française, même dans ce pays qui est supposé être francophone. Le français, je l'ai constaté aussi pour ce qui concerne le Maroc, pour ce qui concerne l'Algérie, pays francophone entre tous, on le considère comme le deuxième pays francophone du monde par la population. Eh bien, dans tous ces pays, la langue française s'est perdue. Elle se perd d'ailleurs un petit peu partout devant l'avancée de l'anglais. Les gens estiment que partout dans le monde, s'ils savent l'anglais, s'ils maîtrisent l'anglais, ils peuvent résoudre pratiquement tous leurs problèmes. Mais je crois que nous restons quand même dans un environnement où la francophonie continue et va continuer à jouer un rôle. Nous avons, j'ai l'impression, un petit peu délaissé le français, et je voudrais insister auprès de nos jeunes étudiants, c'est-à-dire de ceux qui se préparent à exercer cette profession, en leur disant, il y aura certainement du travail vers l'arabe, il y aura certainement du travail vers l'anglais, mais la concurrence va être rude parce que beaucoup de personnes sont déjà présentes sur le marché, qui sont toutes, ou en tout cas un grand nombre d'entre elles, très performantes. En français, nous l'avons constaté depuis quelque temps, le nombre d'interprètes est en train de diminuer. Et d'ailleurs, les interprètes de langue française et les traducteurs de langue française sont aujourd'hui en train de quitter la profession, les uns après les autres, parce que il y a aussi la loi de l'âge. Moi-même, j'ai 72 ans et j'essaie maintenant
de me détacher un petit peu et si je peux aider les jeunes, soit par un enseignement, soit par des conseils, j'en serais heureux. Mais je voudrais, pour ma part, aussi travailler un petit peu moins, prendre un peu de temps, parce que dans la vie, il y a un âge où on a envie d'aller se promener. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, là où il va y avoir des besoins et des besoins réels, c'est en traduction et en interprétation vers le français. Deuxième point que je voudrais souligner, c'est que actuellement, en tout cas en Tunisie, il y a un nombre considérable de conférences. Et je crois qu'il va y en avoir de plus en plus. Le pays intéresse, il intéresse les ONG, il intéresse les investisseurs, il intéresse les organisations internationales. Là, en ce moment, c'est le calme plat parce que c'est le corona, mais dès que ça va reprendre, il va y avoir des conférences et en nombre considérable, j'en suis sûr. Donc, il y a du travail au niveau de l'interprétation et c'est là-dessus que je vous conseillerais, bien entendu, de mettre le paquet. Le travail de traduction, me semble-t-il, d'un point de vue professionnel, pose plus de problèmes. Je vais vous dire pourquoi. Eh bien, parce que, tout simplement, il y a des organismes, il y a également des sociétés privées, des firmes de toutes sortes qui peuvent vous donner du travail en traduction, mais en général, ces firmes, il faut soit connaître une agence et être bien placé pour recevoir des travaux de traduction, soit les solliciter et bien évidemment, c'est ce qu'on appelle l'entre-gens, c'est-à-dire il faut avoir des amis, il faut avoir des acquaintances, des connaissances, etc. pour trouver du travail. Évidemment, la traduction, ça va être un peu plus difficile, surtout pour un débutant. Vous allez essayer de vous faire connaître, vous allez essayer, et puis à chaque fois, il faudra, me semble-t-il, mettre le paquet. Mettre le paquet, c'est-à-dire prendre tout le temps qu'il faut dès lors qu'on vous aura fait confiance, qu'on vous aura confié des textes, il faut, au début, lire, relire, je dirais 5 fois, 10 fois s'il le faut, le texte, avant de le remettre, parce que ça fait toujours un très mauvais effet et ça risque aussi de vous fermer un certain nombre de portes que de présenter un texte insuffisant, un texte où il y a un nombre important ou même un nombre peu important de scores. Normalement, le traducteur doit veiller à présenter le texte le plus proche possible, bien entendu, de l'original, et deuxièmement, le texte le plus précis et le texte le plus abouti du point de vue linguistique. Il est évident qu'un S qui manque, un pluriel sans ENT en français, etc., tout cela fait mauvais effet. Et c'est pourquoi le premier conseil, c'est que vous soyez très vigilants, n'est-ce pas? On ne vous pardonnera pas les fautes. Là, je parle bien entendu des traducteurs. Pour les interprètes, bien évidemment, c'est un travail à la fois plus facile et plus difficile. C'est plus facile parce que on ne va pas vous demander de produire derrière le micro un texte d'une grande qualité littéraire. On vous demandera surtout de parler un français correct et d'être aussi fidèle que possible au message initial. Mais en même temps, c'est difficile parce que on vous demandera de suivre le rythme, de ne rien perdre. Et j'en viens là à ce qui est, bon, je répète des choses que vous connaissez bien entendu, mais je les répète parce que je les vis au quotidien et je suis dans ce métier depuis bientôt, nettement plus que ça, 40 ans, allez, on va dire une quarantaine d'années que je suis dans ce métier. Et ce qu'il faut savoir,
c'est que la première règle, si vous traduisez, c'est d'être aussi proche que possible du texte. On n'invente rien, on n'ajoute rien, et en même temps, on ne retranche rien. La traduction, c'est un exercice qui ressemble un petit peu au mot croisé. Lorsque vous traduisez un texte, vous n'écrivez pas. Vous êtes sous la contrainte d'un texte initial, d'un texte de départ. Je m'explique. Le plus souvent, on vous demande d'écrire sur ceci ou sur cela, ou d'écrire une lettre ou un mail à un ami. Vous avez une idée en tête. Cette idée, vous ne trouvez pas exactement les mots pour l'exprimer. Eh bien, de façon inconsciente, vous transformez un petit peu la phrase, vous contournez la difficulté, et ce que vous faites à ce moment-là, n'est-ce pas? Eh bien, ça s'appelle en bon français tricher. Vous trichez avec votre propre pensée. Au lieu d'exprimer la pensée telle que vous avez rêvé de la mettre noir sur blanc, eh bien, vous n'avez pas trouvé le mot, vous n'avez pas trouvé la syntaxe qui convient, vous n'avez pas trouvé la tournure qui correspond le mieux, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous contournez l'obstacle et vous faites quelque chose qui ressemble mais qui est autre chose. La traduction, impossible. Vous avez un texte devant vous et ce texte, il est là, il commande l'opération de traduction. Je crois que ce sont là les premiers points qu'il fallait évoquer. J'espère n'avoir pas été long pour les évoquer. Je voudrais maintenant parler du français en tant que tel. Le français est une langue qui... toutes les langues, en fait, sont très complexes, très compliquées dès lors qu'on approfondit et qu'on essaie d'être performant. Mais le français présente une difficulté supplémentaire. Et cette difficulté vient des origines latines du français. En effet, le français met à votre disposition un nombre considérable de verbes. Par exemple, pour exprimer le passé, vous pouvez avoir l'imparfait, vous pouvez avoir le passé composé, vous pouvez avoir le passé simple, vous pouvez ensuite passer à toutes les formes du subjonctif, subjonctif imparfait, subjonctif présent, subjonctif plus que parfait, etc. Vous avez même des futurs du passé. Si je vous dis maintenant, dès que j'aurai fini ces quelques présentations, vous pourrez me poser des questions. Eh bien, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je me place dans un présent qui est le présent de maintenant, je suis en train de vous parler, mais en même temps, je m'imagine dans un futur, mais ce futur n'est pas n'importe quel futur. Je n'ai pas dit dès que je finirai, j'ai dit dès que j'aurai fini. Eh bien, dès que j'aurai fini, c'est-à-dire que, en esprit, je me suis placé dans le futur et je vis à l'intérieur de ce futur comme s'il était devenu un passé. Mon futur est terminé et ce futur-là, eh bien, je le vis comme si l'action s'était passée, comme si elle s'était terminée. Eh bien, c'est un temps qui est un temps bizarre quand j'aurai fini. Ce temps bizarre, il appartient à quoi? Il appartient à la vie de l'esprit. En français, il y a comme cela beaucoup de formes morphologiques, de formes syntaxiques, qui relèvent non pas de ce qui est directement perceptible, mais qui relève de ce qui est la vie de l'esprit avec toutes ses complications. Et ces complications, il faut les rendre. Bien évidemment,
lorsque vous avez affaire à des textes que je qualifierais d'ordinaires, entre guillemets. Par exemple, un manuel d'apprentissage, par exemple, un fascicule de l'OMS pour expliquer comment se protéger contre le corona. Là, vous avez des textes qui sont en quelque sorte formatés. Ce sont des textes où il y a le minimum d'invention linguistique, où l'esprit n'intervient que très peu pour interpréter, pour complexifier l'opération de communication. Eh bien, ces textes-là, vous pouvez les traduire, vous n'avez pas de gros problèmes. Alors, simplement, il faut, choisir les mots qui correspondent, c'est-à-dire le lexique adéquat. Deuxièmement, il faut que la phrase imite autant que possible la phrase de départ. Et il faut aussi que vous ayez une perception exacte de ce qui est le langage, par exemple, de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et comme vous le savez, chaque organisme développe sa propre langue. Les textes de la FAO, de Food Organization, eh bien, ou les textes du BIT, le Bureau international du travail, obéissent à un certain nombre de contraintes qui font que le texte est reconnaissable. Si vous ne l'écrivez pas de cette façon-là, le BIT, je prends le BIT, le Bureau international du travail, ne va pas accepter ce texte. Et là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous prenez, ça c'est une donnée de base, vous prenez les textes du BIT et vous vous imprégnez de ces textes. Et plus vous êtes proche de ce vocabulaire, de cette façon d'aborder les phrases, d'aborder le discours, eh bien, plus vous serez un bon traducteur, un traducteur fidèle, non pas seulement au texte, mais fidèle également à l'esprit de celui qui vous a commandé ce travail et qui s'appelle le BIT ou qui s'appelle l'Union africaine ou qui peut s'appeler l'Organisation de la conférence islamique. Chacune de ces structures a sa propre façon, comme je le disais, d'aborder le texte et vous devez vous mettre là-dedans. Mais ça, c'est une difficulté de base, c'est une difficulté de travail que vous rencontrerez au début de la profession, mais dès que vous aurez fait, par exemple, sur la base d'un contrat avec le BIT, dès que vous aurez fait 5, 6, 10 textes avec le BIT, vous serez en plein dans le discours du BIT. À ce moment-là, vous n'aurez pas ce problème et vous et cela va tout seul. Je termine, si vous avez une question à me poser, je termine juste cette phrase. Eh bien, si vous avez une difficulté, eh bien, vous vous référez au texte précédent. Et cette difficulté, en général, est résolue. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une chose très simple. Il se passe une chose très simple, c'est que nous finissons par nous répéter. Les textes se répètent à 70%, à 60%, à 40%, etc. Et d'ailleurs, les informaticiens ont inventé des logiciels, comme par exemple le Trados ou d'autres logiciels. Ils ont inventé des logiciels qui vous permettent de faire l'économie du quart, de la moitié ou des trois quarts du travail en reprenant ce que vous avez fait avant. Donc, il y a une mémoire qui vous restitue des phrases qui ressemblent. Alors, ça, c'est du travail automatique. J'ai fait cette introduction pour vous dire que la traduction littéraire, c'est tout le contraire de cela. Nous sommes pleinement dans la création.
Alors, est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, tout à fait. Nous allons maintenant passer à la première série de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Alors, comme je viens de dire, il y a une main à gauche, Oui. donc vous pouvez... Je vois, moi, est-ce que Je ne vois la pas la main main. de Madame Magda Bekir? Magda, ok. Oui. Magda. Alors, je vais vous poser une question. Oui. D'accord? Très Il bien. y a un grand problème avec la question de répétition. Oui. Et les gens n'arrivent pas à admettre que le français ne supporte pas les répétitions. Ils veulent qu'on répète chaque mot à chaque phrase. Et ça, c'est un grand problème. Vous posez déjà une question qui est d'ailleurs plus en rapport avec la traduction littéraire qu'avec la traduction tout court. Mais même dans les textes, on va dire ordinaires, mettant un texte juridique ou un texte politique, même dans ces textes-là, l'arabe a tendance à répéter et on ne sent pas le poids de la répétition. Bien, à mon avis, cela relève d'abord de la sensibilité de chacun. Moi, je pense que le français supportera une répétition, par exemple. Vous avez un mot, 2, 3 lignes et plus haut, et ce mot, vous ne trouvez rien d'autre pour le reprendre. Mais ce mot, s'il est accompagné, par exemple, de l'article le, vous allez le reprendre dans la phrase suivante par ce ou par tel. Et cela atténue en quelque sorte la répétition, cela fait passer la répétition. La troisième fois, vous allez être obligé de trouver un synonyme ou de trouver quelque chose qui puisse vous aider à résoudre le problème. Là, c'est déjà votre question, n'est-ce pas, porte sur une difficulté centrale du français. Le français a du mal avec la répétition. En littérature, il n'a pas de mal avec la répétition. Il y a des poètes français, de grands poètes français, qui ont construit leur œuvre poétique sur la répétition, mais à ce moment-là, il y a une disposition artistique, je dirais, du mot qui va revenir d'un vers à l'autre. Et cette disposition artistique permet de faire passer la répétition. Mais je sais que c'est un problème et c'est un problème que seul l'entraînement vous aidera à résoudre. Et puisque vous me posez cette question qui me renvoie aussi à cet autre problème essentiel que rencontre le traducteur, qui est le problème de la synonymie. Vous avez 2, 3, 4 mots qui ont à peu près le même sens. Où est-ce que ça se joue? Ça se joue dans l'à peu près. Cela veut dire que les mots n'ont pas exactement le même sens. Parfois, il y a une proximité telle entre les deux mots que vous allez passer de l'un à l'autre sans difficulté. Bon, je vais prendre un mot qui n'est pas de ceux qui vont nous réjouir, mais c'est le mot mort, la mort. Le français a beaucoup de mots, comme l'arabe d'ailleurs, pour désigner cette idée, n'est-ce pas, cette idée de la fin. Vous pouvez dire la fin, vous pouvez dire le décès, vous pouvez dire parfois, si vous voulez atténuer, le départ, pass away. Vous pouvez dire tout simplement la mort. Vous pouvez employer un mot qui ressemble plus à la langue populaire qu'à la langue dite littéraire, la camarde. Vous avez plusieurs mots. Le problème, c'est que le choix du mot va vous mettre dans un contexte linguistique
qui n'est pas peut-être celui du texte de départ. Je prends juste une phrase, une petite phrase en arabe. دع ذلك فهذا ليس شأنك. C'est une phrase que j'ai prise dans un livre. دع ذلك فهذا ليس شأنك. Je peux traduire cela en mettant très exactement les mots qu'il faut. Laisse cela, دع ذلك هذا ليس شأنك. Ceci ou ce, tout court, ce n'est pas ton affaire. Quelqu'un d'autre dira, ce n'est pas ton problème. Tant que je traduis de cette façon-là, je suis resté dans le contexte du texte de départ, qui est un contexte, disons, pas très littéraire, mais un contexte de langue, on va dire, soutenue. Si je traduis par laisse tomber, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je passe à quelque chose qui ressemble, n'est-ce pas, à la langue populaire. Et la langue populaire va me rapprocher de plus en plus de cette chose que l'on appelle l'argot. Hein? Alors, si je dis laisse tomber, ce n'est pas ton problème. Laisse tomber, t'as rien à faire avec ça. Je ne suis plus dans le texte de départ. J'ai fait autre chose. Alors, la question qui se pose, c'est évidemment, maintenant ça me permettra peut-être une petite transition vers la littérature, eh bien, où se trouve la littérature? Dans laisse cela, ce n'est pas ton affaire. Laisse cela, ce n'est pas ton problème. Laisse cela, tu n'es pas concerné. Ou lorsque je dis laisse tomber, et les petits jeunes maintenant disent laisse béton, hein, laisse béton, t'as rien à faire avec ça. Laquelle de ces phrases appartient à la littérature? Eh bien, la réponse, à mon avis, c'est que toutes appartiennent à la littérature. La littérature récupère tout, mais la littérature ne récupère cela que en étant dans un contexte où tout doit s'harmoniser. At-tanahum. Cela veut dire que, n'est-ce pas, lorsque je lis un texte, si le texte commence sur le ton de laisse tomber, etc., eh bien, le paragraphe, je prends le paragraphe 1, le paragraphe doit se poursuivre dans cette langue, dans ce niveau de langue. Si je commence avec un texte qui est plus littéraire, avec un texte plus soutenu, laisse cela, tu n'es pas concerné, eh bien, je ne peux pas utiliser après, tu n'as rien à faire avec ça. Il faut, n'est-ce pas, qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait une harmonie, et c'est à partir de là que je construis le texte littéraire. Il est bien évident, n'est-ce pas, que la traduction habituelle, et moi, si j'ai un conseil à donner à nos étudiants, c'est de ne prendre pour commencer que les textes, disons, techniques, les textes ou les textes juridiques, ou les textes économiques, ou les textes qui sont en quelque sorte encadrés parce que ce sont des textes formatés. On exige de vous une prose un peu neutre et une prose, n'est-ce pas, qui ne vous oblige pas à des choix qui relèvent de la création littéraire. La traduction littéraire doit venir beaucoup plus tard, à mon avis. Personnellement, j'ai passé des années, des dizaines d'années à traduire. Bon, à la maison, je m'amusais un peu à traduire des textes littéraires, un peu pour moi, pour mon plaisir.
mais je ne pouvais me considérer comme un professionnel de la traduction littéraire. Je travaillais sur les textes qui étaient des déclarations de presse, des communiqués, ou alors des correspondances. À la Ligue arabe, on avait tout un travail de correspondance avec l'Union européenne, avec les Nations unies, etc., etc. Eh bien, ces textes-là, c'est des textes qui imposent une certaine rigueur et en même temps une certaine neutralité que je ne trouve pas dans laisse tomber. Dès que vous dites laisse tomber, vous n'êtes plus neutre. Si je le dis à quelqu'un que je connais, eh bien, il ne le prendra pas en mauvaise part. Pourquoi il ne le prendra pas en mauvaise part? Parce que nous connaissons, nous avons une certaine familiarité, nous avons une certaine des habitudes de conversation qui nous permettent de parler un petit peu comme nous voulons. Mais je ne pourrais pas dire laisse tomber à mon professeur, je ne peux pas le dire laisse tomber à mon directeur. Je veux dire que tout cela, c'est une affaire de contexte. Et si vous voulez une autre formulation, je dirais, tout cela est une affaire d'environnement extra-linguistique. C'est cet environnement qui détermine la nature de la conversation et qui détermine aussi le niveau de langue à l'intérieur duquel je vais me placer. Bien évidemment, 90% des textes, je parle toujours de ces textes qui viennent des agences, qui viennent des organisations internationales ou autres, eh bien, ces textes-là sont en général des textes qui imposent une certaine distance, votre moi, votre opinion, votre sensibilité, vous essayez autant que possible de l'oublier. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vais passer à la traduction Oui, littéraire. nous avons deux autres questions. إيناس الحجري أي ضحى مبروك ولكن يمكن أيضا أن نطرح الأسئلة باللغة العربية ولأفتح هذا الباب sans aucun problème. شهية السؤال بعد هذا الصيام. تفضلوا إيناس أولا. تفضلي إيناس. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'une version traduite d'un texte philosophique pourrait être plus fascinante que la version originale? Et merci. Ce que vous appelez fascinante, c'est quelque chose qui se définit de façon subjective. Quand je parle d'un texte mettant un communiqué de presse, on va vous informer que des personnes ont été empoisonnées à Hajb Layoun. Vous n'avez pas, si vous êtes journaliste, vous n'avez pas de subjectivité, ou alors à la fin vous dites « Ah, ces gens-là, il aurait mieux fait de respecter la religion et de ne pas boire ». Ça, évidemment, vous avez d'une certaine façon cessé d'être journaliste en mettant une opinion. Mais si vous devez juste nous communiquer ce qui s'est passé, vous n'avez pas à donner d'opinion si ces gens boivent ou ne boivent pas à la fin du Ramadan. Je dis cela. Un texte philosophique, c'est un texte multidimensionnel. D'abord, Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est Bachir. Allô? Ça s'est arrêté? Oui, je crois qu'il a un problème d'internet. Ok. Bachir. On va voir, ça va revenir.
ما فيش صوت لغاية دلوقتي. Monsieur Hamouda, ton micro est fermé. Même vous, on vous entend Bachir. plus. Allô, c'est Bachir? يظهر لي عنده مشكلة انترنت دونك وي. صحيح حمودة؟ وي وي نسمع فيك. Oui. Très bien. Je vais terminer la réponse Oui, tout à fait. à Salwa. Eh bien, la traduction, vous m'entendez là, hein? Oui, oui, super. La traduction des textes philosophiques, puisque vous me demandez si c'est fascinant ou pas, eh bien, je vais vous dire, ça peut fasciner parce que c'est une véritable performance que de traduire un texte philosophique. Et c'est une performance pour le traducteur ordinaire. Le problème avec le traducteur ordinaire ou l'interprète ordinaire, c'est qu'il est obligé d'aller pratiquement tous les jours à un type de texte différent. Moi, je me rappelle, en tant qu'interprète, avoir passé une journée à traduire vers le français des échanges sur l'arbitrage en basket. Et la fois suivante, j'étais à Beit el-Hikma et on était sur un sujet philosophique extrêmement ardu, où des spécialistes d'Aristote, des spécialistes de Jean-Paul Sartre étaient là, et il fallait réagir. Quelle est la solution? Comment on va faire? Eh bien, d'abord, personne n'a un savoir suffisamment encyclopédique pour tout réussir. Heureusement que l'interprétation, c'est en quelque sorte un discours qui permet à celui qui vous écoute de rester dans le bain, comme on dit, c'est-à-dire dans la continuité de ce qui se dit dans la salle. La traduction, c'est déjà beaucoup plus compliqué, mais dans un cas comme dans l'autre, si vous avez affaire à un texte philosophique, vous devez vous y préparer. Alors maintenant, il y a Internet, on peut aller sur Internet pratiquement pour trouver le sens de tous les mots, qu'ils appartiennent au vocabulaire de la philosophie ou qu'ils appartiennent au vocabulaire de l'informatique ou que sais-je, au vocabulaire de la religion. Vous trouverez tout ce que vous voudrez pratiquement. La difficulté, c'est d'utiliser le sens que va vous donner le dictionnaire ou le mot que va vous donner Google. Et je crois aussi que Google ne peut pas vous donner ce que les dictionnaires spécialisés peuvent vous donner avec la même richesse, avec la même précision. Un traducteur, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il voyage surtout, mais aussi lorsqu'il se promène entre les librairies, c'est quelqu'un qui achète des dictionnaires. Et le premier dictionnaire que l'on doit acheter, à mon avis, c'est le dictionnaire des synonymes. Vous pouvez avoir, comme je le disais tout à l'heure, pour le mot un peu funeste de mort, vous pouvez avoir toutes sortes de synonymes, mais ça ne s'arrête pas là, le travail du traducteur, parce que une fois que vous regardez les synonymes, vous devez choisir le bon, celui qui correspond le plus à ce que le texte d'origine, le texte initial, a voulu signifier.
Et à partir de ce moment-là, se pose la question, comment je ferai pour choisir? Bon, je ne veux pas que vous sortiez de ce premier contact que j'ai eu avec vous et qui me rend heureux, mais je ne veux pas que vous sortiez de ce contact en étant un tout petit peu affligé, parce que le problème avec la traduction, c'est que il faut avoir lu, il faut avoir énormément lu. Et si vous décidez de travailler, moi je ne vous conseillerais pas de travailler sur 4 ou 5 langues. Je n'y crois pas du tout à ces interprètes ou traducteurs qui disent « moi je traduis dans ceci de l'arabe à l'anglais, de l'anglais à l'allemand et de l'allemand au russe, etc. » Ça existe, ce genre de personnage, mais personnellement je suis assez sceptique, ou alors il faudrait avoir beaucoup d'Einstein dans le domaine de la traduction ou de l'interprétation. Moi je dis que 3 langues, c'est déjà beaucoup. 2 langues actives, 1 langue passive. Et au lieu de se mettre à apprendre d'autres langues en croyant élargir le champ professionnel, au lieu de faire cela, moi je dis qu'il vaut mieux creuser dans une langue, puis ensuite dans 2 langues. Creuser, et malheureusement, personnellement, je ne vois pas d'autres moyens, d'autres méthodes que la lecture, mais aussi, et c'est l'équivalent de la lecture, de regarder la télévision. Bien sûr, lorsque vous avez un débat sur une question économique, c'est extraordinaire parce que vous avez des spécialistes qui ont travaillé toute leur vie dans ce domaine et qui vont vous donner les mots, qui vont vous donner la qualité de phrase dont vous avez besoin pour traduire. Mais, je vous le dis tout de suite, d'après mon expérience personnelle, traduire ou interpréter, c'est se mettre dans un état d'activité constant. Je ne sais pas si cela vous est arrivé, moi ça m'arrive tout le temps, je dors et dans mon rêve ou dans mon sommeil, je continue souvent à construire des phrases, à faire des phrases, etc. La traduction, on vit avec. On vit avec. Vous habitez les textes, mais les textes aussi vous habitent. Je sais que ce n'est pas un propos très rassurant, mais en même temps, vous n'avez pas choisi la facilité. Vous n'avez pas choisi la facilité parce que, justement, c'est un métier où il faut avoir à la fois le savoir-faire, comment très rapidement tourner une phrase en passant d'une langue à l'autre, le savoir-faire, la technicité de la phrase, et il faut avoir cette chose qui est absolument indispensable, le flair. Savoir sentir dès le départ si le mot, si la syntaxe de la phrase correspond à l'original ou pas. Et ça, évidemment, c'est le travail. C'est le travail, c'est continuellement du travail. Pour ma part, j'ai eu peut-être une chance. C'est lorsque, à l'âge de 30 ans, j'ai été recruté à la Ligue arabe. À la Ligue arabe, ils avaient besoin d'une personne qui s'occupe des textes en langue française. Eh bien, tous les matins que faisait le bon Dieu, n'est-ce pas, il y avait des communiqués de presse qui arrivaient. Ça, c'était une demi-heure, 1 heure, il fallait les liquider, il fallait traduire. Ça, c'était en quelque sorte le breakfast. On démarrait avec ça. Et après, venaient d'autres textes plus compliqués, venaient d'autres choses. Et comme on dit, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Je veux dire, vous aussi, je ne sais pas si c'est un conseil qui est recevable ou pas, en tout cas, je le formule tel que je le sens. Maintenant que vous faites des études, je m'adresse principalement aux étudiants, bien entendu, pas aux personnes qui ont
vaste expérience, je dis aux étudiants, pourquoi ne pas prendre l'habitude de se coucher un peu plus tôt, de se lever par exemple à 6h30, 7h du matin, et de faire, pour démarrer la journée, un petit texte juste avant pour se mettre en forme, pour se mettre en route. Et croyez-moi, ce genre d'exercice, dès lors que ça devient un quotidien, ça vous permet de développer cette chose très importante qui est essentielle, me semble-t-il, et qui fait la différence entre les bons traducteurs ou les bons interprètes et les autres. Eh bien, c'est la sensibilité. Saisir les choses comme cela, très rapidement. Ça ne viendra pas du premier jour, ça ne viendra pas la première année. Mais se donner comme cela, cette patience pour aller toujours vers du texte. Que ce texte, vous le lisiez, ou que vous l'écoutiez à la radio, ou que vous regardiez une émission de télévision et que vous soyez attentif à ceux qui sont en train de dialoguer. Tout cela est, à mon avis, essentiel. Est-ce que je passe à la traduction littéraire? Mais nous avons deux autres questions de Ikram et de Salwa El Batout. Donc, Ikram, tout d'abord. Oui. Ikram, tu as la parole. Bonjour. ما سمعت شيء إكرام صوت متقطع. Allô, Ikram? Alors, Vous devez mettre peut-être le micro, Ikram. Bonjour. Oui, oui. Bonjour tout le monde. Bonjour, cher professeur. Nous sommes très ravis de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Vous venez de parler de la particularité de chaque langue, que chaque langue a sa spécificité. Oui. Je voulais poser la question suivante. Quelle est ou bien en quoi réside vraiment la difficulté de la traduction littéraire de l'arabe vers le français? Merci beaucoup. c'est Bachir. Est-ce qu'on peut prendre aussi une question de Salwa Oui. avec cette question? Je vous écoute, Salwa. Oui, Salwa. Allô? Je n'entends rien, Salwa. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui, Là, je vous entends. très bien. Oh, oui, bonjour tout le monde, bonjour professeur, merci de cette conférence très intéressante et très utile. Je voudrais poser une question sur la traduction littéraire qui est le sujet de notre discussion aujourd'hui. Est-ce que la traduction littéraire ne dépend-elle pas de la compréhension qu'a le traducteur du texte et de son imagination, et par conséquent, on pourrait là avoir des traductions différentes d'un même texte littéraire, et c'est là qu'on pourrait parler d'un processus de création. Et à mon avis, je pense que le traducteur qui procède à une traduction littéraire devrait avoir une bonne connaissance de la culture dans laquelle est situé le texte original ou le texte de départ, aussi bien qu'une bonne connaissance de la culture dans laquelle est située la langue de destination ou la langue d'arrivée, c'est-à-dire la langue vers laquelle on traduit. Je désire avoir votre opinion. Merci beaucoup. Écoutez, je crois que les deux questions se complètent, donc je vais donner une seule réponse. Une seule réponse, c'est que je reviens à cette idée que je viens d'exprimer, à savoir énormément de lecture, énormément de culture, énormément de curiosité.
je me souviens d'une chose. La première séance que j'ai eue à la faculté des lettres, et j'ai donné un texte qui était à mon avis très beau, où il était question de la Renaissance italienne. Et comme vous le savez, la Renaissance italienne, c'est le point de départ de ce que nous appelons notre modernité. Si vous êtes habillé de cette façon, si vous vivez de telle et telle façon, si vous portez des lunettes ou pas de cette façon, ça vient de cette époque où l'Europe est devenue en quelque sorte l'élément axial. C'est l'Europe qui a commencé à donner le ton, à montrer comment on va devenir, comment on va être moderne. Eh bien, j'ai donné un texte sur la Renaissance italienne, et c'était un petit groupe d'arabisants, d'étudiants d'arabe. Il y a une jeune fille qui a levé le doigt et qui m'a dit « Monsieur, nous sommes des arabisants, en quoi ça nous regarde la Renaissance italienne ?» C'est très exactement l'attitude à ne pas avoir. Moi, je suis homme et tout ce qui est humain me passionne. Qu'il se passe quelque chose au Japon, qu'il y ait un autre type de crise, mettant Ebola au Congo, qu'il y ait un tremblement de terre au Pérou, tout cela, je ne vais pas dire mais en quoi ça me regarde? Ça me regarde. J'ouvre le journal ou j'ouvre le journal télévisé ou je lis un livre et tout ce qui est là-dedans me parle de quoi? Me parle de cette petite planète dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous essayons de nous donner la vie la plus agréable possible, si c'était... En tout cas, je crois que c'est ça le point de départ. Et avec cette différence que il y a des spécialités. L'une de vos camarades a parlé de philosophie. Le texte philosophique appartient à un type de discours assez particulier. Moi, je dirais qu'il y a même deux types de philosophes. Il y a des philosophes techniciens, entre guillemets, c'est-à-dire qui vous parlent un langage qui se comprend entre philosophes aguerris. Hegel, par exemple, ou Heidegger. Ce sont des philosophes qui vont parler un langage très codé, en quelque sorte, qui est le langage des philosophes. Il y a des philosophes plus littéraires, Camus ou Nietzsche. N'importe qui peut lire, dès lors, n'est-ce pas, qu'il a une bonne connaissance de l'arabe, du français, ça dépend du texte. Donc. La littérature, c'est un peu la même chose. Eh bien, la littérature, ce sont des textes qui relèvent tout d'abord de la création, c'est-à-dire, je vais peut-être sortir un peu des chemins battus. La création, c'est quoi? La création, c'est une proposition. J'écris un roman, personne ne m'a rien demandé, personne ne va peut-être me payer pour ça, les lecteurs ne s'intéressent peut-être pas au sujet que je vais traiter, mais je me suis dit, j'ai un certain nombre de choses à dire, et ces choses-là, je vais les proposer. Si ça intéresse le lecteur, il a lu les 10 premières pages, il a lu les premières pages, il va continuer jusqu'à la page 180. Si ça ne l'a pas intéressé, eh bien, il va jeter le livre. Je veux dire, il y a tellement de livres de par le monde que on fait son choix. Donc, la littérature, c'est très exactement quelque chose qui s'adresse à la subjectivité de chacun. Bien entendu, lorsque vous ouvrez un livre de Yasmina Khadra, j'espère que vous avez eu l'occasion de lire Yasmina Khadra,
qui raconte un peu l'Algérie au moment des années de plomb, lorsqu'il y avait quasi guerre civile en Algérie. Eh bien, Yasmina Khadra nous parle de quelque chose qui se passe à côté de nous et nous en parle à travers des récits qui sont passionnants, où il y a une histoire d'amour, où il y a une histoire de mort, où il y a du mystère, où il y a du meurtre, où il y a une enquête qui se poursuit. Eh bien, ce texte, vous n'allez pas le lire, vous allez le dévorer peut-être. Et puis, on passe à Proust. Proust ne va pas vous raconter une histoire avec des rebondissements, avec des péripéties, quelque chose qui ressemble au feuilleton que vous regardez pendant le Ramadan. Il va vous parler de quelque chose qui relève de l'âme, qui relève de la mémoire, qui relève de la subjectivité, et il va développer des choses assez compliquées, assez compliquées. Eh bien, vous, lecteurs, qu'est-ce que vous allez choisir? Il y a des romans qui sont des récits immobiles. Il ne se passe rien. Tout est dans la tête du personnage. Et il y a des romans où il y a de l'action, où il y a de... Alors, Madame Bekir me dit que Yasmina Khadra l'a passionnée. Eh bien, voilà, vous laisserez Proust de côté, à mon avis, peut-être, en tout cas, et vous irez vers Yasmina Khadra, ça vous passionne. Ne vous privez pas et surtout, ne vous figez pas dans vos lectures sur des textes qui ne vous intéressent pas. Si ça ne vous dit rien, eh bien, la vie est courte. Oui, la bibliothèque, elle est immense. Vous avez 100 vies à vivre et vous n'aurez pas épuisé une bibliothèque. Je veux dire, et l'auteur, n'est-ce pas, est lui en train d'écrire avec ce que sa sensibilité, son imaginaire, son amour de la littérature lui inspire. Il y a des textes littéraires qui sont compliqués. Abu Huraira, par exemple. Je n'ai pas eu l'occasion, malheureusement, d'en parler encore. Abu Huraira, c'est une sorte de roman. Ou alors, c'est une suite de récits, parce que le personnage de Abu Huraira circule entre plusieurs espaces, entre plusieurs sphères culturelles, et à chaque fois, il lui arrive des choses, et à chaque fois, ça lui inspire une leçon de sagesse ou une leçon de folie. Bon, ce qui fait la spécificité de Abu Huraira, et ce qui fait la spécificité de beaucoup de textes modernes, c'est très précisément ce que j'appellerais le substrat culturel, le soubassement culturel. Qu'est-ce que c'est que le soubassement culturel? Ce sont toutes les lectures que j'ai faites qui me reviennent au moment où je me mets à écrire. Et ces lectures, je ne vais pas les répéter, mais ils vont traverser mon texte. Ils vont accompagner de leur amitié mon texte. Ils vont enrichir mon texte. Et à ce moment-là, la littérature devient une sorte de dialogue entre les textes. Évidemment, lorsque j'ai eu à traduire Haddatha Abu Huraira, que je ne devais pas traduire, c'était un professeur éminent spécialiste de Mas'ali et grand professeur d'arabe, beaucoup plus cultivé que moi, du moins en arabe, beaucoup plus cultivé que moi, c'est Tawfiq al-Bakar, qui n'est plus là malheureusement, et si Tawfiq al-Bakar devait traduire Haddatha Abu Huraira, c'est un spécialiste de Mas'ali, et puis l'Oustaz Mohamed al-Mahjoub, que vous écouterez dans quelques jours, qui était à ce moment-là le directeur de l'Institut de traduction, m'appelle et me dit, toi tu m'as parlé de Haddatha Abu Huraira et des textes que tu faisais avec tes étudiants à partir de Haddatha Abu Huraira. Maintenant, si Tawfiq ne peut pas le faire, est-ce que tu peux toi le faire? C'était un véritable défi, parce que ceux d'entre vous qui connaissent Haddatha Abu Huraira, et Haddatha Abu Huraira a été inscrit plusieurs fois au programme du baccalauréat, par exemple, eh bien, Haddatha Abu Huraira, c'est un texte, je dirais, presque aussi difficile que le Coran. Avec ceci aussi qui ressemble au Coran, d'abord une langue très littéraire,
une langue très concentrée, n'est-ce pas? On ne s'attarde pas, les récits sont très économiques, très concis. Et deuxièmement, c'est un texte qui fait travailler la mémoire. Dans le Coran, vous avez pratiquement les mythes et les contes et les récits que l'on va trouver dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Vous avez des références aux évangiles, vous avez des références sans doute à quelque chose qui relève de religions plus lointaines, qu'il s'agisse, n'est-ce pas, de la religion des anciens Égyptiens ou de la religion des hindouistes. Eh bien, le texte coranique, c'est un texte où l'on entend des échos, l'écho de plusieurs cultures et de plusieurs civilisations. Eh bien, j'ai trouvé que Abu Huraira, lorsque je l'ai relu très attentivement, ce texte est en quelque sorte une caisse de résonance, c'est-à-dire un texte qui accueille toutes sortes de souvenirs, toutes sortes d'éclats de mémoire, de petits moments de mémoire, sauf que moi, j'ai, disons, une culture moyenne en arabe, je n'ai pas la culture du professeur Tawfiq Bakar. Et alors, j'ai dit oui, je vais relever ce défi parce que celui qui a traduit Abu Huraira va pouvoir peut-être traduire le Coran, mais je ne vais pas le faire tout seul. Ça serait prétentieux, je ne peux pas, parce que il y a des allusions littéraires. Il y en a partout. Par exemple, il cite le nom de Labid. Labid est un poète. Moi, je connais mal la poésie de Labid. Et puis, ici ou là, il y a un mot qui, chez un arabophone cultivé, un étudiant d'arabe cultivé, le mot va lui rappeler un poème de Labid. Eh bien, j'ai appelé au secours le grand professeur d'arabe, c'est Taïb Hachesh, c'est Mohamed Rouba, etc., c'est Hamadi Samoud, et c'est des gens qui m'ont beaucoup aidé. À chaque fois, ils m'ont dit, ah, ici, il est en train de parler de ceci, et ils ont éclairé ma lanterne. Parce que je suis sûr d'une chose, la traduction littéraire, bien évidemment, n'est-ce pas, c'est un travail qui doit être collectif, même si c'est un individu qui assume le texte final. Deuxième point, et je réponds à la question qui m'a été posée, eh bien, un texte littéraire, c'est, comme on dit, un texte polysémique, c'est-à-dire qui contient plusieurs significations, qui renvoie à plusieurs référents. Eh bien, le texte littéraire est toujours susceptible de plusieurs traductions. Je prends le Coran. Vous avez en français 20, 30, 50, je ne sais pas, je n'ai pas fait les statistiques, mais il doit y avoir quand même des dizaines de traductions. Le texte a été traduit une première fois au XVIIIe siècle. Cette traduction, malheureusement, je ne la connais pas. Et puis, il a été traduit au XIXe siècle. C'est ce qu'on appelle la traduction romantique de Kazimierski. Et puis, il y a eu d'autres traductions, dont une excellente du Tunisien Sadr Mazir. Il y a la traduction de Jacques Berck, très littéraire. Il y a la traduction très pointueuse et, à mon avis, tout à fait excellente de Denise Masson, qui a passé 20 ans à traduire le Coran. Comme vous voyez, n'est-ce pas, un texte littéraire, un vrai texte littéraire, c'est quelque chose d'inépuisable. Je ne vais pas dire X a mieux traduit que Y. Ça serait faux. Mais X a vu dans le texte tel aspect et dans sa traduction, il a mis l'accent sur cet aspect, il n'a pas mis l'accent sur un autre aspect. Alors évidemment, ça me permet de donner une définition, une petite définition de la traduction littéraire. La traduction littéraire, c'est de la liberté contrainte. Vous êtes libre de refaire dans votre texte, dans votre tête, excusez-moi, vous êtes libre dans votre tête
de faire ou de refaire le texte, vous n'êtes pas libre de l'oublier. Vous devez, au bout du compte, même si vous avez rêvé le texte, même si vous l'avez réimaginé, vous êtes obligé d'y revenir. Et un texte, c'est plusieurs possibilités. Si je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, comment je vais traduire ça? Bon, Bismillah, au nom de Dieu. Beaucoup mettront au nom d'Allah. Moi et d'autres diront ah non, vous ne traduisez pas Allah par le mot Allah, parce qu'il n'y a pas Allah, Yahvé, etc. Il n'y a qu'un seul Dieu pour toutes les religions. Si je dis Allah, c'est comme si je réservais le Dieu des musulmans aux seuls musulmans. Or, le Coran me dit le contraire. Il me dit, ton Dieu est le Dieu de tous les autres hommes, qu'ils croient comme toi ou qu'ils ne croient pas comme toi. Ça, c'est une première donnée. Donc, mais d'autres te diront, ah non, il faut que ça résonne dans la tête du lecteur comme un texte qui vient de l'arabe. Et donc, comme le mot Allah figure maintenant dans le dictionnaire français, eh bien, je vais mettre Allah. Vous voyez, dès les premiers mots, il y a un problème de savoir si je coïncide ou pas avec le texte. Ar-Rahman ar-Rahim. Madame Magda m'a posé une question pertinente sur la répétition. Ar-Rahman ar-Rahim, c'est répétitif. Ar-Rahman ar-Rahim, je dois sentir que Ar-Rahim, c'est peut-être plus fort que Ar-Rahman. En tout cas, c'est ce que ma lecture, mon imagination à moi me dit. Ar-Rahim, c'est plus fort que Ar-Rahman. Donc, je dois trouver une gradation qui me conduise de Rahman à Rahim. La tradition, depuis le 19e siècle, c'est-à-dire depuis la traduction appelée romantique de Kazimierski, la tradition, c'est qu'on dise au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. En français, il est évident que miséricordieux, c'est encore plus fort que clément. Mais le problème qui se pose, c'est que la langue arabe a donné une sorte de répétition voulue. C'est ça qui est fort, c'est ça qui imprime les mots dans la mémoire. Rahman, Rahim. C'est comme ça que je vais toujours m'en souvenir. Alors, il faut que je trouve quelque chose en français qui me donne les deux mots, que je ne passe pas de clément à miséricordieux, même si miséricordieux est plus fort que clément. Et j'ai trouvé la bonne traduction chez un poète qui a été repris ensuite par Jacques Berck. Eh bien, au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricorde. Je me suis un peu répété, mais je ne me suis pas répété. Je n'ai pas répété miséricordieux. En disant tout miséricorde, il est tout entier imprégné de miséricorde. Il est la miséricorde même. Ah ben, quand je trouve ça, moi je tire mon chapeau, je dis voilà, le traducteur a trouvé quelque chose, il m'a convaincu. Mais... Monsieur Garbouche, je n'aime pas t'interrompre, mais il ne reste que 10 minutes avant la clôture de cette formidable rencontre. Et il y a deux questions aussi de Shaima Gizani. Trois questions. Shaima, Tasnim et Nada. Oui, allez-y. Voilà. Shaima. صباح الخير. أود أن أطرح سؤالي باللغة العربية. تفضل. نظرا وأن رواية حدث أبو هريرة قال لمحمود المسعدي رواية ذهنية بالأساس، ونظرا لأن محمود المسعدي كاتب يعمل على الأبعاد الرمزية في كتاباته، هل اعترضتك أي صعوبات في ترجمة هذه الرموز ترجمة أمينة وكاملة،
وحاملة لمعانيها المتعددة مع مراعاة الاختلافات بين الثقافتين العربية والغربية. Ok. Tasnim, on va prendre une autre question, Sid Bachir. Deux autres questions. La question, elle est au cœur du sujet. Si je réponds à cette question, je peux même cesser de parler de Abu Huraira. Écoutez, c'est une question essentielle. Évidemment, les symboles ne sont pas équivalents l'un à l'autre. Et la symbolique chez Mahmoud al-Mas'adi n'est pas une symbolique figée. C'est-à-dire, je te donne un symbole, il faut que tu devines ce qu'il y a derrière, une leçon de sagesse, ou que sais-je, ce qu'il y a derrière. Non. Les symboles chez Mas'adi, ce sont des symboles ouverts. Et ce sont des symboles qui se prêtent à l'interprétation. Et je dirais même qui se prêtent au travail de la perception subjective. Chacun va appréhender ces symboles à sa façon. Lorsque Abu Huraira apparaît comme un saint, comme un moine, nasik wa muta'abbad ila ghayri dhalik, on se dit, ah, c'est ça Abu Huraira. La page suivante, c'est un ivrogne, c'est un débauché, c'est quelqu'un qui fait les pires actions que l'on puisse imaginer. Où est Abu Huraira? Eh bien, Abu Huraira, c'est l'homme. C'est toi et moi. C'est nous, en ce que nous avons de plus haut, de plus noble, de plus extrême en termes de sagesse ou même de sainteté. Et c'est nous aussi, en ce que nous avons de plus bas, en ce que nous avons de plus réactionnaire, de plus obscurantiste. Abu Huraira, par exemple, sacralise la femme. Et puis, une fois qu'il a épuisé les plaisirs et les joies avec cette femme, il va la jeter à la porte. Comme on jette un vieux vêtement. Alors, lequel est Abu Huraira? Où est le symbole? Où est la leçon de sagesse? Moi, j'ai choisi de tout accepter et de prendre le personnage dans sa multiplicité et de prendre le texte aussi dans sa multiplicité. Autre chose, est-ce que j'ai trouvé des difficultés? Je n'ai trouvé que des difficultés. Je n'ai trouvé que des difficultés parce que tout d'abord, Al-Mas'adi écrit dans un arabe qui est l'arabe coranique. Le Coran a figé l'arabe littéral. Je veux dire, la syntaxe de Mas'adi, on aurait dit que c'est Al-Mutanabbi ou Al-Jahaf qui écrit. C'est une langue qui a la même base syntaxique. L'arabe littéral n'est pas la langue que nous parlons dans la rue. La langue que nous parlons dans la rue évolue, se déforme, il y a des allusions qui font que la phrase n'est pas achevée ou que le mot n'est pas... Bon, mais l'arabe littéral, lui, reste tel quel, comme nous l'avons hérité des âges pré-coraniques. Eh bien, en même temps, nous sentons, lorsque nous lisons ces textes, que cet arabe est un arabe vieillot, un arabe ancien. Ce n'est pas l'arabe de Tawfiq al-Hakim, ce n'est pas l'arabe de Najib Mahfoud. Il y a une langue arabe qui a été travaillée, traversée par les dialectes locaux. Et Tawfiq al-Hakim écrit en se souvenant, n'est-ce pas, des résonances de cette belle langue, le dialecte égyptien. Et ça simplifie, ça aère, ça donne un peu de légèreté à cet arabe que écrit Tawfiq al-Hakim. Le choix de Mas'adi est un choix complètement différent. Il veut rester dans une langue très littéraire, très nourrie, n'est-ce pas, de textes littéraires. Elle est littéraire dans son vocabulaire, elle est littéraire dans sa musicalité, et elle est littéraire dans la qualité de la construction des phrases, dans sa syntaxe.
Alors la question qui s'est posée au début, moi, est-ce que je vais traduire Haddatha Abu Huraira dans un français ancien? Le problème, c'est que le français ancien, lui, il ne s'est pas figé. Le français du 14e, du 13e siècle, etc., c'est une langue qui a beaucoup évolué, que personne ne comprend, sauf les profs de la Sorbonne. Personne ne va comprendre le français. Donc, il s'est passé la chose suivante, que j'ai choisi d'écrire dans le français d'aujourd'hui, parce que, après tout, Mashhadi écrit dans un arabe qui est l'arabe d'aujourd'hui, même si moi je le perçois comme étant une forme ancienne d'expression linguistique. Eh bien, j'ai choisi d'écrire cela en français ancien. Mais en même temps, j'ai regardé vers les écrivains français que l'on appelle archaïsants, c'est-à-dire qui aiment ces constructions, ces formules qui nous renvoient aux temps anciens. André Gide, par exemple, ou Stéphane Mallarmé, le poète Stéphane Mallarmé, ou encore la romancière Marguerite Yourcenar. Et à partir de ces considérations, j'ai essayé de faire un texte qui soit à la fois ancien et moderne, et c'était très compliqué. Haddatha Abu Huraira, si on enlevait les blancs, si on enlevait les passages d'un chapitre à l'autre, eh bien, c'est à peu près 100 pages. 100 pages, ce n'est pas grand-chose. Normalement, on devrait pouvoir traduire 100 pages en 20 jours, même de la littérature. Moi, ça m'a pris, je sais pas, 8, 9 mois, parce que il fallait faire, refaire. Il fallait prendre le téléphone, poser des questions aux uns et aux autres, etc. Je le dis, je crois, dans mon introduction, n'est-ce pas? C'est un travail collectif, c'est un travail que je n'ai pas voulu prendre seul à ma charge. Est-ce qu'il y a une deuxième et troisième question? Oui, deuxième et troisième question. Vas-y, je crois, Shaima. Et maintenant, nous avons... non, Shaima Gizani, c'est tout. Tasnim, oui. Tasnim Jibali. Vas-y. Bonjour. Bonjour. En fait, vous venez de parler de la traduction des textes religieux. Je veux savoir le rôle de l'interprétation dans la compréhension du sens d'un énoncé spécialement religieux selon une perspective contextualiste. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Il y a des choses que je n'ai pas entendues. D'accord. Je veux savoir le rôle de l'interprétation dans la compréhension du sens d'un énoncé spécialement religieux selon une perspective contextualiste. Écoutez, on peut prendre la troisième et la dernière question de Nada avant la clôture. Nada. Bonjour tout le monde. D'abord, je veux exprimer ma gratitude pour avoir participé à cette conférence. À propos de ma question, lors de la traduction d'un texte littéraire, doit-on nécessairement garder sa poéticité, surtout que la plupart des termes ont un sens connotatif et on sait que la connotation est toujours culturelle. Sébastien, est-ce que tu peux répondre en 5 minutes? Je vais essayer de répondre en 5 minutes. Très bien. D'abord, si vous avez perdu la poéticité du texte, moi je m'exprimerai de façon plus simple, si vous le permettez. Si vous avez perdu la poésie du texte, vous avez tout perdu. Parce que lorsque je dis si je n'ai pas la musicalité, etc., eh bien, j'ai tout perdu parce que finalement, le manzil, il se trouve où? Ce sont des dunes, ce sont des endroits perdus dans le désert. Personne ne peut mettre ces endroits sur une carte. Donc, le poète n'est pas en train de vous dire allez vous promener au cœur de l'Arabie Saoudite et vous allez rencontrer des endroits. Non, il a choisi de nommer des lieux qui ont une belle consonance poétique. Eh bien, le problème, c'est que
vous êtes obligé de vous creuser pour rendre, y compris la musicalité du texte. Bien sûr, lorsque je traduis Yasmina Khadra en arabe, je peux retrouver 80-85%, parce que c'est un texte où il n'y a pas de gros investissements littéraires. Si je traduis Hadatha Abu Huraira, si j'ai au bout du compte 50% du texte, je suis un homme heureux. Parce que je le veuille ou pas, il y a la musicalité en partie qui se perd, quoi que je fasse. Est-ce que je peux trouver les rythmes coraniques? Allez trouver ça. Le problème, n'est-ce pas, c'est que le texte connote, et bien entendu, moi, je dois repérer non seulement la connotation, à quoi elle me renvoie, mais le potentiel connotatif du texte, c'est-à-dire la force de suggestion qui est dans le texte. Et je pense que, évidemment, je l'ai dit au tout début, les 5 minutes, je sens que c'est en train de se terminer, mais je vais finir peut-être un peu en soulignant ce point. N'allez pas tout de suite vers les textes littéraires. Ou alors, allez vers les textes littéraires, mais pas dans une perspective professionnelle, dans un premier temps. Allez vers les textes littéraires parce que, comme dit le bon proverbe français, qui peut le plus, peut le moins. D'ailleurs, je le faisais avec mes étudiants en agrégation. Tous les ans, c'est comme ça que Mahjoub s'est rendu compte que je connaissais Abu Huraira. Eh bien, tous les ans, je leur donnais un texte de Hadatha Abu Huraira. Et tous les ans, j'avais les mêmes réactions. 30 étudiants qui disent « Ah non, 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 monsieur, vous n'allez pas nous donner un texte comme ça au concours. C'est pas possible. » Je disais « D'accord, je ne vais pas vous donner un texte aussi compliqué, aussi difficile, mais en même temps, vous devez vous entraîner sur ces textes difficiles parce que après, les autres textes vous paraîtront d'une facilité, d'une fluidité extraordinaire. Et donc, pour l'entraînement, pour l'instant, oui, les textes littéraires, ou pour le plaisir aussi, hein, quand même, si on ne trouve pas de plaisir dans ce travail de traduction, à quelque niveau que l'on se situe, il faut mieux faire autre chose. Par définition, la traduction, c'est un casse-tête, exactement comme les mots croisés, mais c'est un plaisir, et c'est le plaisir de la difficulté. Moi, si vous voulez, Hadatha Abu Huraira, ça a été un véritable casse-tête, ça a été un véritable tourment pendant des semaines et des semaines, mais c'est un tourment que je revivrai très volontiers parce que c'est le plaisir de se confronter à la difficulté. Et plus le texte est difficile, plus faciles seront les textes que j'appelais neutres ou sans investissement littéraire. Alors, si vous allez vers le texte littéraire, c'est ça qu'il faut faire. Il faut se battre avec le texte et il faut que ce soit pour vous l'occasion de développer votre sensibilité littéraire. Bon, est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'aurais voulu quand même vous montrer peut-être un texte, je ne sais pas si j'en ai le temps, Hamouda. Dans 1 minute, peut-être? Oui, écoutez, bon, d'abord, Hadatha Abu Huraira. Vous savez ce qui s'est passé dès que j'ai commencé à traduire les textes? Tout le monde est venu me voir pour me dire « Ah, j'espère que tu vas mettre en titre « Ainsi parla Abu Huraira ». Pourquoi? Parce que il y a un grand livre de Nietzsche qui s'appelle « Ainsi parla » ou « Ainsi parlait Zarathustra ». Connaissez ce texte. Ben, la tentation est grande. Et d'autre part, on sait que Mahmoud Masadi est un personnage
très, très nourri de Nietzsche. Il y a quelque chose de nietzschéen, d'ailleurs, dans le personnage de Abu Huraira. Mais il y a une question de propriété littéraire. Ainsi parlait Zarathustra, ça appartient à Nietzsche, à Friedrich Nietzsche. Et ça appartient à Zarathustra. Ça ne peut pas appartenir à Abu Huraira. L'honnêteté impliquait que je trouve autre chose. Et comme la formule « haddatha X qala » حدث الجاحظ قال والعنعنة النصوص العربية وكل ça appartient à une tradition et j'ai découvert que cette tradition n'était pas uniquement arabe, c'était une tradition sémitique. Dans les récits arabes, on reprend ce que l'autre a raconté d'après ce qu'un troisième a raconté, lequel reprend un quatrième, al-an'ana. En tout cas, Haddatha Abu Huraira s'inscrit dans une tradition que j'appellerais sémitique. Et comme j'essaie de ne voler personne, j'ai trouvé dans une traduction de la Bible cette formule « Jésus prit la parole et dit ». Et j'ai trouvé que ça, c'était la meilleure traduction de « Haddatha Abu Huraira qal ». Parce qu'à l'origine, il y a une répétition entre « Haddatha » et « qal » pour le sens. Alors, Haddatha devient non pas la parole, mais la prise de parole. Le geste, l'acte par lequel je m'empare de la parole, je m'empare du micro pour vous parler. Et puis, qala, voilà ce que j'ai dit. 1. Le cadre, le contexte de la communication. 2. Qala, le contenu. Et en même temps, la forme de la communication. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien sûr, vas-y. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je crois pas, mais je vais essayer de résumer les points essentiels que notre invité, cher invité, a évoqués dans cette conférence. Formidable. Et je vais faire le résumé. Je vais faire le résumé en arabe. Donc, je vais essayer de traduire. البداية إذا ما أردنا أن نضع عنوان لهذا اللقاء وهو حديث في الترجمة يمكن أن نعطيه عنوان الغذاء والإبداع والمطالعة. بدأ ضيفنا الكريم بالإشارة إلى أهمية العلاقة القائمة الوطيدة بين الترجمة والسفر، وأخذ ذلك من كلامي في تقديمي له أنه صديق ودود، وأننا أخذنا طريق السفر إلى بقاع شتى في العالم مع بعضنا البعض. والسفر هو المعلم الأكبر، ومن ربما المفارقات، وربما هي في الأصل كذلك، وهو تحدث عن الكلمات وأصولها، وتحدث عن الأصل السامي لبعض العبارات في السفر والسفر هما من جذر واحد، والسفر هو الكتاب. وحدثنا عن أهمية المطالعة، حدثنا عن أهمية المطالعة وعن غياب المشعل في اللغة الفرنسية في سوق الترجمة بنوعيها التحريري والفوري في تونس وفي أعتقد سائر أنحاء العالم. هذا الأمر لا تختص به تونس كميزة. وتحدث عن الفرنكوفونية وهو مناصر للفرنكوفونية فيما أراه. تحدث عن المؤتمرات ولغة المؤتمرات وترجمة المؤتمرات. تحدث عن التكرار في لغة المؤسسات ولغة القانون. تحدث عن التكرار الذي هو معين للمترجمين المبتدئين، ونصحهم بأن لا يغامروا بالترجمة الأدبية في بداياتهم المهنية، أو أن يأخذوها هواية.
يأخذوها هواية. وتطرق وفتح نافذة عن الترجمة الآلية التي تحب التكرار وتغتني وتحيا بالتكرار، لأن هناك عبارات متكررة تتكرر. حدثنا عن الترادف وضرب مثالا على ذلك كلمة أو مفردة لامور بالفرنسية ومرادفاتها المتعددة في اللغة الفرنسية، وأشار إلى أن هذا الترادف أيضا غني في اللغة العربية. ونضرب مثال الموت، المنية، وما إلى هنالك، وحتى من يقول هادمة اللذات أو هادم اللذات. ثم ضرب مثال جيد: دع ذلك فهذا ليس شأنك، وترجمها بترجمتين أو 3 ترجمات مختلفة ليبين الفرق في الاختيار، وأن كل اختيار أو خيار مبني على إبداع في أدبي. فالإبداع الأدبي هو الذي يجعل المترجم يختار من بين المترادفات، لأنه لا توجد مترادفات كلية، وإنما هي أنصاف مترادفات. ونصح الطلبة بأن يطالعوا أكثر ما يطالعوه قواميس المترادفات، les dictionnaires de synonymes، les synonymes. حدثهم عن المطالعة، وحدث نصحا أيضا عن الخطر المحدق بالمبتدئين وحتى المتمرسين من تشتيت جهودهم عبر لغات شتى يترجمون منها وإليها، ويعرفوا وذكر أن ذلك في السوق موجود، ولكن هو خدمة للسوق وليس خدمة للأدب ولا للفن. ونصحهم بالحفريات، أن يحفروا في بواطن اللغة، يعني أن يذهبوا في العمق أكثر من يذهبوا في السطحية والأفق للغات. creuser dans une langue، هكذا عبر عن ذلك باللغة الفرنسية. نصحهم أيضا بالاطلاع، ليس المطالعة طلعة الكتب، وإنما الاطلاع على البرامج التلفزيونية ليأخذوا وينهلوا من المصطلحات المستجدة ولغة الخبراء أيضا والجمل المناسبة. حدثهم أنه يعيش مع الترجمة. حدثنا أنه هو ترجمة، حدث أبو هريرة قال، وهو حدثنا وقال إن الترجمة تعيش معنا، ترجمة تعيش معنا ونعيش معها، ليس في يقظتنا فحسب، وإنما في منامنا وأحلامنا. وتحدث عن يعني قوة الشم، فالإنسان هنا عنده حاسة الشم دقيقة، يشتم الكلمات المناسبة في السياقات المناسبة. وتحدث عن الترجمة والحب والشغف، وخاصة الترجمة الأدبية، تختص بها الترجمة الأدبية. ونصح المبتدئين بأن لا يترجموا من الآثار الأدبية والفنية إلا ما أعجبهم وشد انتباههم، لأن الشغف هو الذي يغذي ويغني الخيال والمخيال. وخاصة وحدثنا عن أبي هريرة، هذه الشخصية المعقدة المركبة، وحدثنا عن علاقته بالمرأة وكيف يمكن أن ننقلها إلى، وهذه ثقافة أو ترجمة الثقافة إلى ثقافة أخرى مختلفة عنها، عربية إلى فرنسية. وكيف صاغ محمود المسعدي نصه في لغة قرآن، لغة ذات نفس قرآني شديد، درجت فيها الأمثال، شأنها شأن لغة الجاحظ، لغة المتنبي، فهي فصيحة في إيقاعها وفي نفسها وفي عباراتها العربية الفصحى، وفتح بابا ونافذة أخرى على العلاقة بين العامية والفصيحة، النفس القرآني. وذكر وضرب مثال توفيق الحكيم الذي كتب بعامية مصرية، ورأيه، وأنا أميل أيضا إلى هذا الرأي، إن العامية لأنها لغة كل يوم
تعطيك نوعا من المرونة والتقرب إلى واقع الأشياء. واحتار في أي سجل وأي درجة لغوية سيترجم إلى الفرنسية، هل هي بالفرنسية القديمة أم بفرنسية اليوم؟ وارتأى أن يترجم هذا النص الذي كتب في زمن معاصر بلغة غير معاصرة، فاختار الواقع وضرب عرض الحائط اللغة القديمة، لأن هذا الفرق الأساسي بين، وهذا في تاريخ اللغة والتاريخ اللغات، اللغة العربية تاريخية واللغة الفرنسية إذا ما عدنا إلى نفس الحقبة التي كتبت بها اللغة العربية كما كانت تكتب الفرنسية، لا يوجد فرنسي يفهم ذلك. إذن هذا هو ضيفنا. وختم بمسألة أخرى، هي مسألة التناص وأهمية الاطلاع والمطالعة، وهذا هو عنوان، إذا ما أردنا نعطي عنوان لهذه المحاضرة، المطالعة والاطلاع، لأن المطالعات هي التي تغذي وتغني الترجمة وتصقل الموهبة الترجمية. وقال: وسأتذكر ذلك ما حييت، الترجمة هي حوار بين النصوص، مثل حوارنا هذا في وقت الضحى. واختتم بالتناص وبمثال ضربه كيف يترجم العنوان. حدث أبو هريرة قال: واقتبس من الإنجيل Jésus prit la parole et dit، وأخذها بالتناصي. إذن فتح نصه على نص آخر، ونحن هنا أيضا نتوقف لنفتح هذه المحاضرة على محاضرات أخرى ستأتي. أشكرك بروفيسور قربوش صديقي العزيز، شكرا جزيلا على قبولك الدعوة وعلى هذه الأفكار التي أخذتنا بعيدا في ترجمة الأدب وترجمة النص واللغة بلسان فرنسي فصيح. إذن ربما تأخذ الكلمة ل 30 ثانية نختتم بها هذا اللقاء الشيق. تفضل أستاذ قربوش. Je vous remercie et je remercie tous les amis qui étaient là et ceux qui ont réagi. Je ne savais comment leur répondre parce que je ne manie pas les choses de la technique comme il faut, mais j'ai été très touché par les petits messages qui me sont parvenus et qui sont autant d'encouragement. Je remercie tout le monde. J'aurais aimé, mais je n'ai pas eu le... Vous savez, 1 heure, c'est pas grand-chose. On a passé bien plus d'1 heure. Ce n'est pas grand-chose. Mais il y a une anecdote que je voulais raconter, que je n'ai pas racontée. Est-ce que tu vas me donner 2 minutes? Oui. Alors, si tu me donnes ces 2 minutes, je vais raconter cela. C'est quelque chose qui m'est arrivé en tant qu'artiste. Et ça, c'est pour parler du contexte. Alors, on était en réunion entre Africains et Arabes. Donc, c'était l'internationale socialiste afro-arabe. Et nous étions un groupe d'interprètes. Il y a un moment où le délégué palestinien, le président du Parlement palestinien, a pris la parole en disant: Monsieur le Président, je proteste parce que vous n'avez pas inscrit la question palestinienne à l'ordre du jour. Et le président, qui est un vieux parlementaire malien depuis 50 ans à la tête du Parlement de son pays, lui a répondu: mais enfin, monsieur, vous n'en avez pas fait la demande. Et comme vous le savez, il y a des règlements précis, il faut en faire la demande 1 mois à l'avance. Et moi, je distribue à l'ensemble des participants votre demande, et je suis sûr qu'aucun ne va dire non, et après, on l'inscrit. Mais vous ne l'avez pas fait, et vous ne pouvez pas venir le jour même de la réunion et demander à ce que la question soit inscrite à l'ordre du jour. Le Palestinien était quelqu'un d'un peu raide, on va dire. Il a dit: écoutez, la question palestinienne, c'est la question fondamentale pour les Arabes et pour les Africains, et cela va de soi, il faut qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour. Le président lui a dit: mais nous avons à la fin
points divers, et on peut inscrire dans ces points divers la question palestinienne. Vous pouvez consacrer 1 heure ou 2 heures, même si vous voulez, à cette question. Le Palestinien a dit ah non, je n'accepte pas cela. Il faut que la question soit officiellement inscrite comme point à l'ordre du jour. Il commençait à y avoir un débat, etc. Le Palestinien commençait à se fâcher et le président commençait à perdre patience. Et à la fin, le président malien a dit « J'espère que mon frère palestinien ne va pas nous soumettre à un chantage. » Alors évidemment, quand on regarde la langue française, le mot chantage est un mot fort. L'interprète tunisien a traduit par ebtizez. Évidemment, dans ce contexte-là, le mot ebtizez est un mot trop fort. Le Palestinien s'est fâché tout de suite et il a dit « Bon, je m'en vais, puisque tu parles de ebtizez, allez, on s'en va. » Le Palestinien a commencé à s'en aller et le président du Parlement tunisien, qui était à l'époque, si mes souvenirs sont bons, s'est levé et il a dit « Écoutez, on va prendre une pause, on va calmer le jeu. » Il a pris la pause et on revient. Le Palestinien dit voilà, il paraît que le problème, c'est pas un problème d'expression, c'est un problème de traduction. On me dit que c'est l'interprète tunisien qui a dit ebtizez et je vais demander à cet interprète de venir ici et de dire je suis un âne. C'était comme ça. Je suis un âne. C'est un professeur d'université, un de nos éminents collègues et quelqu'un qui connaît parfaitement les 2 langues, l'arabe et le français. Et le collègue dit ah oui, il peut compter sur moi pour venir lui présenter des excuses ou dire je suis un âne. Et ça commençait à devenir, etc. Et le collègue a dit je veux qu'on m'amène un dictionnaire. Il se trouve que ce jour-là, au Parlement tunisien, il y avait un dictionnaire arabe-français. On prend le texte et on prend le dictionnaire et on essaye de trouver la traduction. Eh bien, il n'y avait qu'un seul mot pour chantage, c'était ebtizez. Et le traducteur a dit, moi, je n'ai pas trahi le texte, c'est dans le dictionnaire, c'est ebtizez. Le problème ensuite, c'était qu'il fallait traduire cela de façon politique. Il fallait traduire le mot chantage de façon diplomatique. En français, le mot chantage avait un sens très fort, et puis ça s'est affaibli. Je peux dire à mon copain, allez, tu me fais du chantage. S'il me dit, bon, ce soir, je viens pas dîner avec toi, ou n'importe quoi, un petit truc, je dis, c'est pas du tout du chantage au sens fort du terme. Évidemment, le mot ebtizez, il faudrait à ce moment-là le traduire par, non pas chantage, mais extorsion de fonds. Extorsion de fonds, c'est fort, c'est une accusation. Le mot chantage s'est affaibli en français et, à mon avis, l'interprète aurait dû dire « Moussa honnête » au lieu de dire « ebtizez » ou « vart ». Écoutez, il y a toujours une façon de rendre cela sans que le sens ne devienne violent. Quand tu dis chantage, ebtizez, le mot devient violent et nous sommes dans un contexte, nous étions dans un contexte diplomatique. Donc, les kulli maqam maqal, il faut être capable justement d'avoir aussi cet imaginaire qui vous permet de vous replacer dans le contexte. Je suis avec des diplomates, je dois tenir compte de cela. À plusieurs reprises, en ce qui me concerne, et je termine là-dessus, à plusieurs reprises, j'ai été confronté à des orateurs et des orateurs qui, oui, Madame Bakir est en train de me le rappeler, c'était un orateur qui, au lieu de parler des Israéliens disait tout le temps les Juifs et les sionistes. Moi, je suis d'accord, tu dis juif et tu dis sioniste autant que tu veux, mais quand nous sommes entre Arabes. Mais il y avait des
invités, français, italiens, espagnols, américains, etc. Et quand on dit, de façon d'ailleurs assez insultante, le mot sioniste, moi, j'interprétais, je disais israélien. Israélien, c'est neutre, c'est passe-partout, et ça évite d'envenimer la situation. Je rappelle donc une dernière chose, quand vous êtes dans une salle de conférence, vous êtes là pour apaiser le jeu, pour régler pacifiquement les débats plutôt que de nourrir la violence qui peut naître des débats. Voilà. أشكرك وأضيف هذه Merci. النقطة إلى جدول الأعمال. Et ton résumé était absolument parfait. Merci beaucoup. وأضيف هذه النقطة الأخرى إن الترجمان والمترجم هو رسول سلام. رسول سلام. وكنت أقولها دائما ما أقولها للطلبة، أي أن لا يغذي الصراع وأن لا يشعل فتيل الصراع، فهو يهدئ من الخواطر. إذن بهذه القصة ننهي أي رسالة سلام، أن المترجم هو السلام. ننهي هذه المحاضرة القيمة. أشكركم جزيل الشكر وإلى لقاء قريب، وهو عند الساعة 2:00 من عصرا أي بعد ظهر هذا اليوم. أشكركم وإلى اللقاء جميعا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. Thank you. Thank you, Bislam. Thank you, sir. Merci à vous. Merci. À bientôt, j'espère.